C'est le 10 décembre, journée mondiale des droits de l'homme. Un 10 décembre particulier puisqu'il célèbre les 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En 1948, 58 États membres de l'Assemblée générale des Nations unies ont adopté ce qui est un idéal pour l'ensemble des peuples du monde. Cette déclaration, visiblement influencée en partie par des croyances religieuses, a mis l'homme au centre des préoccupations. Ainsi, son article 1er dit déjà que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Quel est aujourd'hui l'état de cette fraternité dans le monde? Puis la déclaration d'enchaîner que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. La sécurité reste-t-elle ce jour la chose la mieux partagée dans le monde? Partout, y compris dans les grandes démocraties, les États sont interpellés, les gouvernements sont invités à rompre avec des pratiques qui foulent aux pieds les principes énoncés par cette déclaration. Ce dimanche, plusieurs initiatives font rêver à nouveau à un monde meilleur, à celui qui nous abrite et qui ploie sous le poids des guerres, des injustices. Il est dénaturé par des ambitions toujours démesurées des grandes et des petites puissances. Certaines de ces puissances, dont le Togo, sont à Genève pour célébrer les droits de l'homme. Le pays de Fonya Singbe serait-il parmi les bons élèves des mécanismes des Nations Unies? Premier pays africain à avoir créé un instrument contre les droits pour la défense des droits de l'homme, la CNDH. Est-ce que le pays reste-t-il attaché aux nobles ambitions des pères fondateurs de cet instrument? La CNDH fête les 75 ans des droits de l'homme à Accra. Elle fait l'état de la situation des droits de l'homme au pays. Justement, au pays, les défenseurs des droits de l'homme tirent la sonnette d'alarme sur les restrictions des libertés fondamentales. Les partis politiques font de même. Plus encore, l'ANC saisit la commission afin de constater que l'État togolais a créé différentes catégories de citoyens et de veiller à la réparation des disparités. Au cœur de la saisine, le découpage électoral annonçant les prochaines élections au Togo. Ces élections auront lieu bientôt. Les autorités les veulent plus tard à la fin du premier trimestre 2024. Les députés auront entre-temps fini leur mandat, mais ils resteront en place. Mais dans quel état? C'est justement en profitant visiblement de ce fragile état que certaines formations appellent à des discussions entre acteurs politiques, la DMP dans un premier temps, puis la coalition Alliance dans un second, arguant qu'il faudrait repenser le fonctionnement du CPC pour des discussions inclusives et sincères. Le CPC serait-il devenu obsolète? On pourrait penser poser la même question à propos d'un fléau qui gangrène nos sociétés, à savoir la corruption. Ce samedi, le Togo et le Aplusia ont de nouveau crié haro sur le Bodé à la célébration de la journée mondiale de lutte contre le phénomène. Ce beau combat va-t-il résister aux structures que sont devenues les pots de vin et autres dessous de table? Des mots qui prennent encore plus d'ampleur en fin d'année puisque tout le monde veut bien fêter Noël et Nouvel An. Bello et ses chansons rythment encore bien ces moments. Il y a 50 ans, Denigban est devenu orphelin. L'une des plus belles voix qu'elle a produite s'en est définitivement allée. Hommage donc à la diva. En studio, Isaac Tiapé, le premier porte-parole de l'Union des forces de changement et agrégé des lycées et docteur en philosophie. L'émission est mise en onde par Bogakou Douyo. Les contacts sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Isaac Tiapé, bonjour. Bonjour cher ami et bonjour à tous nos auditrices et auditeurs. Comment vous allez? Je ne sais pas si vous répondrez comme la plupart des Togolais ou des invités qui viennent par ici qui disent togolaisement. Ils vivent togolaisement, je ne sais pas. Comment vous allez ce matin? Ma foi, je vais bien et j'espère qu'il en est de même pour nombre de nos concitoyens, même pour ceux qui ne sont pas en bonne santé. Nous sommes en union de prière avec eux et je ne peux que dire cela, que je vais bien et que je prie pour tous ceux qui ne vont pas bien. Et que la Providence dispose les cœurs à la générosité, à la bienveillance les uns à l'égard des autres. On sait que vous vivez habituellement en France et que depuis quelque temps, si je ne me trompe pas, hein, et depuis quelque temps vous êtes de plus en plus présent en Afrique et au Togo. Est-ce que c'est dans l'optique de donner un appui plus conséquent à l'Union des forces de changement? Je passe le clair de mon temps plutôt au Togo. Je suis membre de l'Union des forces de changement depuis 2000. Certaines circonstances professionnelles m'ont souvent éloigné du terrain, mais je suis davantage au Togo cette année parce que nous sommes en pleine phase d'institutionnalisation du parti. Nous sommes en pleine phase de refondation, de consolider le parti, de faire en sorte que ce parti soit
à terme une force en capacité de gouverner, de gérer le pouvoir d'État. Nous voulons capitaliser notre expérience du gouvernement. Nous avons eu des hommes qui ont une culture du gouvernement, un sens de l'État, la notion de l'arbitrage, la notion du compromis, la culture du compromis. Et je pense qu'il est temps pour les projets d'avenir de transformer ce parti en véritable force politique, puisque nous sommes une force de proposition. On voulait l'institutionnaliser, quand même, c'est très ambitieux. Et oui, vous savez, c'est le lot de la plupart des partis politiques d'opposition qui ont été créés dans toute la mouvance des années 90. Ce sont des partis politiques que la sociologie politique appelle des partis personnels, hein, sont créés pour et par un homme. Donc souvent, le projet, la vision fait défaut. Et ce sont des partis politiques souvent qui obéissent, qui fonctionnent, où les règles de fonctionnement de ces partis ne sont pas clairement définies, ou quand ils existent, ils sont foulés aux pieds. Et le destin en général, le sort que connaissent ces partis souvent au déclin de leurs fondateurs ou à la fin de leurs fondateurs, ce sont des crises. Et nous essayons de l'UFC qui a eu une figure charismatique, parce que ce que considère la sociologie politique, c'est que plus un parti a un leader charismatique, moins il est institutionnalisé, c'est-à-dire moins il obéit à des règles de fonctionnement précises, des règles de fonctionnement bien définies. Et donc nous essayons de pallier à l'absence de cet homme qui nous a dirigés pendant des années et qui a concentré beaucoup de pouvoir, toute la lumière sur lui. Et nous sommes en passe de réussir. Bien, en fait, on peut, oui, vous croire, parce que il y a quelques semaines encore, c'est une sorte de cacophonie autour de l'Union des forces de changement. Est-ce que définitivement la crise est derrière nous? Absolument, non, mais si vous voulez, quand en général vous avez ces spectacles, quand les gens ne veulent pas respecter les textes. Si vous voulez, en général, ces partis se donnent des textes, des règlements intérieurs, des statuts. Il faut les suivre, il faut obéir à ces règles. Et quand on suit ces règles, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de dispute, de conflit. Et ce sont des petites disputes qui prennent le dessus. Mais là, actuellement, à force de démarches, à force de négociations, nous avons pu faire le congrès selon les règles, les dispositions statutaires, et la crise est bel et bien derrière nous. La majorité des membres, on ne va pas refaire cette histoire, la majorité des membres qui ont vocation à convoquer le congrès ont été présentés, et ça fait quand même 3 mois, nous sommes plutôt en phase de préparation des prochains scrutins. Et je pense que nous évoquerons ces... Sans doute, là par exemple, si la crise est effectivement derrière vous, qu'est-ce que vous auriez souhaité que je vous souhaite? Que nous devenions la première force politique du Togo, même si je sais, en évaluant rigoureusement la situation de l'Union des forces de changement, que pour 2024, la chose risque d'être difficile, mais qu'à tout le moins, nous soyons les deuxièmes au terme de la compétition électorale. Notre ambition, c'est d'être la première force politique. Mais si nous n'arrivons pas, au moins que nous ne soyons pas les troisièmes, les cancres de la compétition. Et nous travaillons ardemment pour ce faire. La question aussi, c'est de savoir si toutes les entités au niveau de l'Union des forces de changement ont véritablement ou définitivement enterré l'âge de guerre. Absolument, parce qu'après, force reste au statut, force reste à la loi, force reste à la majorité. Et la quasi-majorité aujourd'hui des membres du parti ont été au congrès, ont avalisé ce congrès. Et puis je pense que après, vous savez, dans des assemblées, dans des groupements, vous avez toujours des divergences, vous avez des dissentements. Hein. Donc, c'est chose naturelle, mais nous n'y accordons pas beaucoup d'importance. Depuis la tenue du congrès, vous avez dit que ça a fait banalement 3 mois. Quelle est l'ambiance au niveau de la structure? Est-ce que, par exemple, vous avez pu tenir des réunions à laquelle ont pu participer toutes les différentes composantes? Quand je parle de composantes, on se rappelle la crise avec, par exemple, la voix de Elliott Rini, par exemple. Est-ce que tout le monde participe aux réunions maintenant? C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont été élues au congrès, tous les membres du bureau directeur, toutes les personnes qui font partie de l'organe de direction, aussi bien national que dans les fédérations, participent aux réunions. Vendredi, par exemple, nous avons fait une réunion où nous avons
discuter des prochains scrutins, des modalités pour y aller, hein, puisque le gouvernement a annoncé pour la fin du premier trimestre, même si la proposition n'a pas encore été transmise, de la CENI n'a pas encore été transmise au gouvernement, nous nous préparions déjà et ça nous a incité davantage à définir l'agenda, un calendrier pour s'y faire. Donc la réunion de vendredi par exemple du bureau directeur, qui est l'organe de direction du parti, a consisté à élaborer un agenda politique, un agenda de ce qu'il y a à faire. La majorité participe bien. Le parti fonctionne et en état de travail. C'est la preuve que je suis ici. La preuve en est ma présence dans votre studio. Parmi les ambitions, et ça on l'entend souvent venant des partis de l'opposition, et c'est de tout faire pour être le premier des partis de l'opposition. C'est ce que vous venez de dire d'une certaine manière, parce que vous avez dit vous voulez être premier au niveau du Togo. Si vous n'êtes pas premier au niveau du Togo, au moins être deuxième, c'est-à-dire être premier des opposants. En réalité, pourquoi les Togolais ne sont pas trop ambitieux? Est-ce qu'a dit quelque part que l'union des forces unies qui est au pouvoir est trop fort? Est-ce qu'il est indétrônable? Non, je vous ai bien... En fait, notre ambition est une ambition de long terme. Il faut une évaluation rigoureuse de la situation, objective de la situation. Le parti au pouvoir a une expertise à la fois humaine, a des moyens financiers, a une expertise stratégique. La plupart des partis d'opposition qui sont nés dans la lignée des années 90, là c'est une analyse de l'universitaire, une analyse de la science politique. Ces partis se caractérisent par leur faiblesse stratégique, c'est-à-dire faiblesse stratégique qui consiste essentiellement en la définition d'une stratégie pour conquérir le pouvoir et l'exercer. Et nous sommes restés prisonniers de cette dynamique de la polarisation qui nous empêche, ou qui a empêché la plupart des partis politiques de former les cadres, d'être en capacité de négocier, de sortir de la sphère de la polarisation, du discours de la radicalité, de sortir de cette sphère de la militance uniquement, et d'être en capacité d'affronter, de proposer une vision ou des projets alternatifs, crédibles, aussi bien internationalement que pour la population. Donc, il faut tenir compte de l'endroit d'où nous venons des années 90, des disputes internes. Si vous voyez tous les partis politiques, aussi bien l'Union des forces de changement que le CAR, que la CPP ou l'UTD, ce sont tous des partis politiques qui ont été créés autour de l'homme et qui n'ont pas su donner des assises fortes à l'organisation. Ou alors, quand ils ont donné des assises fortes à leur organisation, ce sont des assises qui étaient uniquement tournées vers la militance. Et cette militance ou la stratégie ne consistait qu'en l'affirmation de slogans. Et l'affirmation de slogans ou la mise en lumière de la militance uniquement, ça ne fait pas une stratégie de conquête du pouvoir, d'un pouvoir d'État, surtout quand vous avez face à un pouvoir qui est dans la durée, organisé, avec des hommes, des expertises. Et c'est pour ça que c'est tenant compte, évaluant rigoureusement la force de l'Union des forces de changement, reconnaître ses faiblesses, c'est plutôt le début de solutions. Donc ce n'est pas me sous-estimer, ce n'est pas une sous-estimation de nos propres capacités, c'est de reconnaître où nous en sommes et ce qu'il faut faire, le chemin qui nous reste à parcourir. Vous avez dit tantôt que c'est un pouvoir qui dure. C'est vrai que globalement, ça fait des dizaines d'années que ce pouvoir est là. Quand on combine avec le RPT, est-ce que quelque part, ça fragilise les ambitions que doivent porter les gens qui combattent ce pouvoir-là? Alors, vous voyez ce qui manque à... Bon, je veux peut-être encore... Peut-être la perception de mon discours va être encore de croire que je passe beaucoup trop mon temps à faire de la critique, mais plutôt mon discours est un discours de retour d'expérience, d'évaluation de ce que nous avons fait. Et c'est important, de faire un retour de nos propres expériences et d'évaluer aussi les forces et les capacités de l'adversaire politique. Il faut comprendre que la manière de faire de la politique du RPT n'est pas celle du NIR. C'est-à-dire que le mode de gouvernance du président Yadema n'est pas le mode de gouvernance du président actuel. Vous avez un parti aujourd'hui qui est vraiment organisé, qui a de l'expertise, des hommes compétents et des hommes brillants, et vous avez
un parti qui n'est plus organisé autour, où la verticalité n'est plus forte, c'est-à-dire que ce n'est plus autour d'un homme comme le président Edouard qui décidait, tout se reportait à lui, alors que là aujourd'hui vous avez vraiment, vous voyez autour du président de la République actuelle, des compétences. Quand vous êtes en négociation, ce sont tous des gens qui sont des clercs capables, qui sortent des brillantes écoles, hein, qui sortent ou de l'ENA, de HEC, de l'ESSEC, et ce sont des gens qui ont une maîtrise des dossiers. Ça ne donne pas une indication sur la gouvernance, et c'est autre chose, mais au moins potentiellement, quand vous êtes en table pour négocier, vous avez des gens qui ont de l'expertise. Donc, et secondo, vous avez... Mais ça n'empêche pas, par exemple, ce que vous venez de dire. Mais non, mais en fait, puisque ça n'empêche pas que ceux-là, très souvent, devant les caméras, disent sur l'instruction du chef de l'État. Ça, par exemple, c'est une marque de fabrique aussi. Oui, alors, ça, je vous l'avoue que c'est quelque chose que j'entends, c'est quelque chose aujourd'hui qui m'étonne assez. C'est un discours qui m'étonne assez. Est-ce que ça ne relativise pas, par exemple, l'enthousiasme que vous avez vis-à-vis de la gouvernance actuelle? Je suis assez avisé, expert, pour savoir qu'en général, la flagornerie, elle ne vient pas des personnes qu'on flatte. Et la flagornerie, elle vient souvent de l'entourage. Et bien sûr, le flatteur avisé sait qu'il ne faut pas vivre aux dépens de ceux qui le flattent. Mais en général, les gens qui flattent les princes, ce sont les courtisans. Donc, mais ce ne sont pas dans la connaissance que j'ai de l'économie du pouvoir actuel, ce n'est pas quelque chose, à mon avis, qui est incité, encouragé par le président de la République. Ce sont plutôt, je veux dire, puisque vous me posez la question, ce sont plutôt à ces gens-là de savoir d'être beaucoup plus, je ne vais pas dire modéré, je me garderai de donner des conseils, de savoir comment présenter les choses. C'est vrai que le chef de l'État a une vision, il a un projet, il a une ambition, et qu'il l'a décliné dans un plan national de développement. Il suffit de dire que le président de la République a une vision, un projet. Mais bon, c'est vrai que le décliner en tout temps, ça peut paraître comme de la flagornerie. Mais ce n'est pas spécifique au Togo. On sait très bien que même dans les grands pays, de temps en temps, on entend les mêmes littératures. Mais en Afrique, c'est quand même criard que dans l'Afrique francophone, et presque tout, c'est sur instruction du chef de l'État. Mais parce que c'est là encore, même si on n'a pas le temps de l'analyser, quand vous faites attention à la conception du pouvoir ou à la conception de l'État en Afrique, c'est quand même aussi des conceptions qui sont autour de la personne. Donc nous avons encore une vision très personnalisée. Il est vrai que même dans les démocraties, la notion de chef est importante. Ce n'est pas le chef, la notion de chef comme un César, comme un dictateur, comme un premier consul bonapartien, mais la notion de chef est importante. Mais le chef, c'est celui qui a la capacité entraînante, c'est celui qui incarne toutes les aspirations. Mais dans nos conceptions, dans nos sociétés africaines, où le chef, c'est toujours autour de la notion de clientélisme, il est parfois, il y a une propension qui est une tendance, quelque chose comme naturel, à penser que on doit apprécier, louer les qualités exceptionnelles parfois, comme on dit en France, le chef, le roi, il a des vertus thaumaturges, c'est-à-dire de guérir, de soigner, de penser les plaies. Il est vrai que même quand toute personne en Afrique qui a un pouvoir a tendance à en abuser. La verticalité dans nos sociétés africaines est très grande. Même quand vous avez un pouvoir de chef dans votre village, vous êtes la personne qui protège tout le monde. Quand vous êtes un chef de service, les gens, quand vous leur donnez une petite pièce, quand il faut vous remercier, ils se plient pratiquement en deux. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui s'étend un peu. Ce sont des pratiques culturelles que je me garderai de juger. Mais c'est une culture. Revenons à l'Union des Forces des Changements, puisque nous parlions de ce parti que vous représentez ici. L'Union des Forces des Changements a connu la crise. Quelque part, certains pensent que cette crise
va fragiliser encore plus, un peu plus, un parti qui a été déjà fragilisé par un certain nombre de crises à l'interne par le passé. Est-ce que ceux qui pensent ça, est-ce qu'ils ont raison ou pas? Il y a des crises de croissance. Elles sont si vous voulez, les crises sont consubstantielles à des organismes vivants. Et l'important, c'est comment on les traverse. L'important, c'est, avec cette expression moderne, c'est la faculté de résilience. Et dès lors que le parti a pu survivre à plus d'une dizaine d'années, je veux dire, où on est resté sans congrès, c'est déjà en soi, nous avons démontré notre capacité, nos facultés de résilience. Et je pense que le projet, l'ambition que nous nous sommes fixés, les 5 et 10 prochaines années, nous permettront d'être en capacité de gérer le pouvoir d'État. Nous avons pour ambition de former des cadres, d'avoir pour tous les postes de gouvernance du Togo, hein, des gens qui sont en capacité de discuter à armes égales avec les gens aujourd'hui qui sont en responsabilité. Nous nous donnons, hein, j'aime souvent dire que notre motivation est de long terme, et je pense que nous travaillons pour ça, de former des cadres qui, à l'instar de tous les autres, pourront venir dans vos institutions, défendre notre projet sur la solidarité, notre projet économique, comment nous entendons, ce que nous entendons faire un jour si Lomé est inondé, qu'est-ce que nous ferons un jour pour pouvoir procurer de l'emploi ou inciter les entreprises à créer de l'emploi, ce que nous ferons si nous sommes en responsabilité pour donner une allocation, un revenu à cette portion, à cette frange de la population togolaise qui a 65 ans et plus, puisque nous ambitionnons un jour, si nous sommes en responsabilité, accorder un revenu minimal que j'estime au moins de 50 000 francs à cette frange de la population. Ça a un coût, il faut l'évaluer. Nous avons environ 300 000 personnes, si j'estime aujourd'hui le recensement de la population d'habitat, c'est entre 3,2 et 4% de la population qui a 65 ans et plus, sur 8 millions. Donc l'État aujourd'hui peut fixer un revenu pérenne à ces gens, qu'elles aient été de la fonction publique ou pas. Et ceux qui auront plus de 50 000 francs, l'État complétera. Nous réfléchissons à comment faire que les infrastructures modernes, les pistes rurales, même si le gouvernement actuel fait des choses, c'est comment capitaliser ce qui a été fait, les accroître. Donc, nous travaillons pour avoir des hommes en capacité de réaliser. Et enfin, ça, ce qui est important, ça, c'est la gouvernance politique aussi, et le vivre ensemble. Parce que ce qui fait défaut dans notre pays, c'est le vivre, c'est le construire un nouveau temps du vivre ensemble. C'est construire une société tolérante. C'est de déconflictualiser. Nous l'avons commencé quand nous sommes rentrés au gouvernement. Nous avons signé un accord de gouvernement avec la partie au pouvoir. Mais c'est de faire que ça devienne comme un habitus et que le discours politique ne soit plus un discours politique du eux et du nous, hein, qui dépasse le ressentiment, la haine, qu'on ne conflicte, si vous voulez, qu'on n'ait plus cette instrumentalisation de la mémoire historique, de l'histoire, de la mémoire, qu'on dépasse les conflits de mémoire. Vous voyez. En fait, la gouvernance, c'est construire un nouveau récit national et qui nous fasse vivre ensemble. On se rend compte que vous travaillez effectivement au niveau des Forces de changement, concrètement sur la question des inondations, en attendant éventuellement que vous préparez des hommes demain à venir à répondre à ces questions, sur des questions d'inondation. Est-ce que vous avez des pistes de solutions? Écoutez, par exemple, nous demandons, nous sommes avec le gouvernement, de faire en sorte que les bassins aujourd'hui de rétention qui ont été construits, qu'on fasse une réévaluation de tous ces bassins d'eau. Alors, est-ce qu'ils ont été construits? Est-ce que quand on les a construits, en ce moment, la population togolaise de Lomé n'avait pas atteint ce nombre-là, cet étiage? Ou alors c'est d'inciter le gouvernement à allouer des fonds, et c'est ce qui va être fait dans le cadre du nouveau budget, pour curer tous ces bassins, parce que certains bassins qui avaient une capacité, une profondeur de 17 mètres, se retrouvent aujourd'hui à 3 mètres, et ça a un coût, 5 milliards. Par exemple, nous voyons comment la commune de Nyekonakwe, de Kojavakopé, est surtout engluée dans ce problème, et je crois que cette commune a fait une évaluation environ de 5 milliards, a besoin de 5 milliards environ pour régler ces problèmes d'eau, de circulation, et donc nous incitons pour que dès qu'ils ont mis en place leur plan de développement communal, que
la représentation à l'Assemblée nationale, pour ce qui est davantage de dotation envers les communes, pour que ces communes soient en capacité d'apporter des réponses aux problèmes de proximité. Donc, et puis, il y a des problèmes de fond. On a construit la plupart de nos villes africaines, pas simplement au Togo. Vous allez au Ghana, au Togo. C'est un problème sur lequel réfléchit l'ONU. C'est-à-dire que nous avons construit la plupart de nos villes sans nous projeter, sans programme. Donc, c'est que la plupart de ces villes, ce sont des villes qui se sont construites sans plan, sans organisation. Et il faut revoir toute la manière dont nous construisons. Et les ressources du Togo, c'est 2 milliards. Ce n'est pas beaucoup. C'est-à-dire comment faire pour inciter les gens à redéplacer ces populations? Comment faire pour construire des villes qui ne soient plus des villes sur de l'horizontalité? Pousser les gens vers la périphérie, construire des villes en horizontalité, des logements en périphérie et réaménager complètement Lomé. Et ça, vous voyez, quand vous êtes en responsabilité, ce sont des dossiers sur lesquels vous devez agir avec tact, discernement et surtout avoir les moyens et faire de la pédagogie. Parce que c'est aussi de la pédagogie qui manque dans le travail, la démarche des politiciens. Quand on fait allusion aux villes africaines, effectivement, que beaucoup se posent la question de savoir comment ces villes ont été construites et qu'aujourd'hui, elles traînent toutes ces difficultés-là. Vous prenez Lomé, il y a une question qui revient très souvent, la question du civisme. Vous allez dans les rues, on ne comprend pas ce qui se passe. C'est un peu de frustration. Cher monsieur, c'est ma grande... j'ai pas les mots pour le dire. Et c'est là vous voyez que aussi bien les sociétés civiles, qui doivent contribuer à l'émergence d'une conscience civique, citoyenne et nationale, ça fait défaut aussi. Aussi bien les partis politiques que la faiblesse de l'État. Même si depuis quelques années, on voit tout le travail, surtout que le ministre Yark avait essayé de faire sur le vivre ensemble dans les routes, sur la route. Parce que ça aussi, ça participe du vivre ensemble sur les routes. Les motos qui vous doublent dans des angles morts, ou des motos qui prennent 3-4 personnes. Ouais, ça participe aussi du vivre ensemble. Et alors, il faut davantage de spots, il faut davantage de pédagogie, il faut davantage de messages, il faut davantage d'implication de tous les acteurs à tous les niveaux pour apprendre à vivre. Nous ne savons pas vivre ensemble dans nos villes. Vous voyez des gens qui vont... Parce que il y a aussi des problèmes. Il y a des problèmes je cherche les mots justes. Il y a des problèmes de la manière de vivre urbaine, si vous voulez. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de populations qui se déplacent. Vous voulez dire que certains sont habitués à vivre au village? Non, ce n'est pas péjoratif ce que je veux dire. Non, mais en fait, je comprends. C'est pour ça que je suis prudent dans mes mots, parce que la perception de ce que je vais dire peut être mal. C'est-à-dire, Tu n'as pas les aptitudes. Non, ce ne sont pas des aptitudes. C'est-à-dire, vous avez beaucoup de gens qui viennent. Vous n'aurez pas la culture. Oui, mais ce n'est pas une... Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que beaucoup de gens viennent en ville à Lomé parce qu'ils viennent chercher du travail. Les campagnes, aujourd'hui, les gens ne font plus le travail du champ. Donc, Lomé qui est engorgé pour plus de 2 millions, les gens la voirie est défaillante, elle n'est pas très très forte. Les systèmes de voirie, vous n'avez pas de système de sanitaire pour les gens. Vous avez des gens qui viennent, qui ont des problèmes de survie quotidienne. Vous avez une pauvreté endémique des gens. Donc, vous ne pouvez pas aller demander à des gens qui ont des problèmes parfois de survie, de savoir où ils vont dormir, de respecter, d'avoir une belle ville, de ne pas jeter des poubelles, de ne pas jeter les ordures dans les caniveaux. C'est une culture, c'est une éducation de vivre citoyenne. Donc, quand vous avez une ville qui est populeuse, où vous avez une ville où vous avez une forte densité de population, il faut réfléchir à comment faire que insérer la plupart de nos concitoyens qui viennent des campagnes, comment ils s'insèrent dans le tissu urbain. Et c'est ça qui fait défaut aujourd'hui. Revenons à l'Union des forces de changement, puisque c'est la question principale. Votre parti, ce parti dirigé par Gilles Kesso-Olympio, chaque fois que nous avons la chance d'avoir un représentant de ce parti-là, on
pose la question de savoir qu'est-ce qu'il devient, Gilles Christ Olympio, puisqu'on ne l'entend plus, on ne le voit plus, on ne sait pas où il vit, on ne sait pas où il séjourne. Qu'est-ce qu'il devient, le chef de file de l'opposition? Monsieur Olympio va bien. Dans quelques jours, nous allons lui souhaiter 87 ans, en pleine forme. Et c'est ce que je vous ai dit, il a des collaborateurs capables, des collaborateurs valables qui assurent la continuité de l'ambition du parti, qui est d'œuvrer pour une nation plus inclusive, d'œuvrer pour de faire en sorte qu'une prospérité soit partagée. Vous savez, il faut qu'on en arrive à ces situations où la vie politique, où on doit dépasser la personnalisation de la vie politique. Je pense que nous avons suffisamment au Togo ou même en Afrique trop adulé les leaders charismatiques ou les leaders, les chefs thaumaturges, les chefs exceptionnels. Venons-en maintenant à des périodes où des partis politiques fonctionnent avec des règles précises. La durée de vie de ces partis est supérieure à celle de leurs fondateurs. Revenons à des situations normales, normalisons la vie politique, et je pense que ça a été même l'une des pesanteurs, ce n'est pas une critique, l'une des pesanteurs même de la vie politique togolaise, c'est que le débat ou la vie politique a beaucoup tourné autour des hommes. Et ça a occulté les choses de fond, la vision, les projets, les préoccupations de nos concitoyens, qui aujourd'hui, demain, c'est les préoccupations de nos concitoyens, c'est d'avoir davantage de sanitaire. Vous savez, un homme n'est pas éternel, les hommes ne sont pas éternels. Mais ce qui est éternel, en revanche, le sera, c'est le Togo. C'est l'union des forces de changement. Le Togo sera éternel. Et les hommes qui passeront, et les vrais hommes, les hommes d'État, ils ont conscience qu'ils ne sont pas éternels. Mais l'éternité consiste plutôt à avoir une culture de la transmission et à passer quelque chose. Et l'éternité consiste plutôt à faire en sorte que ceux qui vous suivent sont en capacité de maintenir le flambeau haut et de faire advenir ce que vous n'avez pas. Vous donnez la raison à Barack Obama, l'ancien président américain, qui parle d'institutions fortes au lieu d'avoir des hommes forts. Est-ce que justement, le fait qu'en Afrique, on a passé trop de temps à avoir ou à vouloir avoir des hommes forts, au lieu d'avoir des institutions fortes, cela a joué sur le développement de notre continent? Absolument. Vous savez, je suis historien et historien en philosophie. Et un événement, on en a lu, c'est un nexus causal, c'est-à-dire c'est une rencontre de causes. Alors, ça a contribué aussi. La tendance en Afrique dans les années, à la fin des années 47 jusqu'aux années 50, on a ce qu'on appelle des big man. Le big man, c'est l'homme politique qui rentre en politique, ou c'est l'entrepreneur à succès qui rentre en politique et que certains considèrent que c'est lui qui est capable d'œuvrer pour le changement dans le pays. Et du coup, dans ces années-là, ça a tellement occulté les questions de fond, les projets, les visions, que nous en sommes, ça s'est cristallisé. Et donc, ce qu'il faudra, c'est qu'il faudra dans les années à venir, et les débats ont tourné autour des personnes. Dans les années, après les années 50, surtout post-indépendance, ce sont ces personnes qui ont animé la vie politique, et les questions, les projets, le vivre ensemble, la question de la nation, et comment construire la nation dans un environnement multi-ethnique, comment, dans cette diversité ethnique, comment construire la nation sans polarisation, tout ça a fait défaut. Et on a passé notre temps à aduler des grands hommes, on a passé notre temps à aduler des leaders charismatiques, aussi bien des gens qui sont au pouvoir que des gens qui ont été dans l'opposition. Quand vous voyez par exemple Houphouët-Boigny, qui a été un homme politique adulé plus que charismatique dans son pays, on a vu ce qu'il est advenu à son décès, une Côte d'Ivoire fracturée, et même si vous avez la stabilité, on ne peut pas dire que la nation ivoirienne est une nation apaisée, à l'instar de la nation française ou la nation germanique. On voit bien que la nation germanique, même si, bon, il est vrai que le concept de nation en Allemagne
est ancien. Il est d'abord culturel avant d'être politique. Il est beaucoup plus ancien, le concept de nation, en Allemagne qu'en France. Mais vous voyez bien qu'en Allemagne, même après la crise, le nazisme, on a su reconstruire au point même, après la chute de mur de Berlin, d'intégrer la partie qui était du côté de l'Est pour revenir. Donc vous voyez que ces nations ont su mettre en place des institutions, l'État, ont su dépasser la question des personnes, du chef qui dispense ses faveurs, de l'autorité de laquelle du haut émane tout le temps la lumière. Je pense que ça a été un frein. Mais au-delà de la question de la personne, il y a aussi à interroger peut-être, c'est une piste de réflexion, il y a aussi peut-être à interroger une culture, je dis une propension à relations trop personnelles dans nos rapports. C'est-à-dire même l'homme de pouvoir, même le chef de service, l'homme de pouvoir aussi bien financier, intellectuel que politique, il a tendance à toujours se mettre en haut. Et or, on sait bien que tout pouvoir qui n'est pas équilibré par un autre pouvoir, il devient excessif. Nous allons nous intéresser à une institution pour la suite de cette édition. Je rappelle que notre invité, c'est Isaac Tchirkwe, premier porte-parole de l'Union des forces de changement. Cette institution, c'est l'Assemblée nationale. On sait que les députés sont là depuis et ils finissent leur mandat à la fin de ce mois. Certains disent au début de l'année prochaine. C'est clair que c'est une situation qui gêne dans certains milieux. Je ne sais pas quel est le ressenti au niveau de l'Union des forces de changement. Est-ce que ce débat-là qui a lieu depuis quelque temps, est-ce que ce débat vous gêne ou pas à l'Union des forces de changement? Non, c'est d'abord, c'est un débat de politiciens. Et vous savez que les politiciens, il y a une tendance, il y a une propension à la mauvaise foi. Je parle de politiciens, pas des politiques. Je distingue le politicien qui est englué dans les luttes de pouvoir où le petit calcul, le calcul à court terme, l'emporte sur la vision. Et ça, vous parlez de politique d'homme d'État et qui respecte les règles. Alors, ça ne nous inquiète pas. Ça ne je ne pense pas, puisque les dispositions constitutionnelles sont on ne peut plus claires en la matière. Et je le dis avec beaucoup de fermeté. Je crois que ça doit être l'alinéa 3 de l'article 52 qui dispose bien que les députés restent en place jusqu'à sont en fonction jusqu'à la mise en place d'une nouvelle législature. Alors, bon, à moins qu'on me prouve qu'on peut le faire, il y a eu des dispositions qui ont été prises. Et bon, donc, non. Ça alimentera, oui, des commentaires, ça alimentera, ça donnera du gré à moudre à des commentateurs, à vos collègues, ça donnera du gré à moudre à quelques politiciens en mal d'occupation, oui, mais la réalité est là. Donc vous n'êtes pas préoccupé? Non, vous savez, en Mina, on dit, quand la paire avait décliné les BA, ça, tu ne bouges pas. Ça veut dire que ce sont des piaillements d'oiseaux. Donc vous n'êtes pas préoccupé? Non, ce sont mais quelque part, est-ce que ce n'est pas une situation qui fragilise relativement les députés, puisque on sait que le mandat, il est fini? Non, pas du tout. Même si la Constitution... Non, mais nous ne restons pas... nous n'avons pas... Il n'y a pas un État exceptionnel. Nous ne restons pas sur un État très long. Le gouvernement a fixé un cap, c'est-à-dire c'est le premier trimestre. 3 mois, je ne vois pas où est-ce qu'il est le problème. Je veux dire, l'État ne s'arrête pas. Au lieu de s'occuper, par exemple, de choses beaucoup plus sérieuses, des conditions d'organisation, des conditions de transparence. Vous voyez, même si demain vous dites à la plupart de ces partis politiques que si la CENI propose demain la date et le gouvernement fixe en conseil des ministres la date, je pense que beaucoup de ces partis politiques ne pourront même pas produire les candidats aussi bien pour les élections régionales que législatives. Est-ce que les deux vont avoir lieu en même temps? La raison, les faits, le bon sens, même si maintenant je me garde bien quand je suis en studio, parce que j'ai eu un jour chez l'un de vos collègues à être tellement affirmatif et présomptueux que j'en garde encore le souvenir. Bon, mais je dirais que on verra. En général, je suis prudent. Mais ce jour-là,
je me suis laissé aller. C'était l'histoire du monastère. Du monastère. Oui. Finalement, vous n'avez pas été. J'ai eu ma période de pénitence et il y a eu lumière, les moines ont considéré que j'avais suffisamment fait pénitence. Mais c'est sérieux là, vous êtes sérieux? Non, c'était où? Ma période de pénitence, elle s'est faite dans des monastères aussi bien ici qu'en France. Non, mais en fait, ce qui s'était passé, est-ce qu'on peut dire que c'était de la naïveté ou d'une connaissance un peu partielle de la situation togolaise? Non, vous savez, c'est parce que nous avons accédé. Et c'était, je vous fais une confidence aujourd'hui. Non, mais allez-y. Je vous fais une confidence, c'est circonstance. C'est parce que le président Condé et le président, c'est parce que le président Alpha Condé et le président Nana Addo, il y a eu une conférence téléphonique à 3 entre le président Nana Addo, le président Condé, Gilles Christ-Olympio en ma présence. Et le président Condé nous a demandé, on a expliqué la situation. Et il a compris que légalement, juridiquement, on ne pouvait pas sortir. Mais on a vu, il a demandé à M. Olympio de faire en sorte que nous quittions la CENI, sinon il y aurait blocage. Ils insistaient pour qu'il y ait une participation inclusive de l'opposition. Et si nous maintenions, nous, notre position de fermeté, de légalité, les autres, la C14 ne voulait pas participer aux élections. Alors, nous avions compris que même si nous sortions, l'équilibre majoritaire n'était pas rompu à la CENI. Le problème qui se posait, puisque j'étais le plus proche collaborateur de M. Olympio, d'ailleurs je suis devenu le directeur de campagne pour l'Union des forces de changement, c'était où je conseillais à M. Olympio que nous restions à la CENI et nous bloquions tous les autres participants, ou nous acceptions, nous concédions à la demande pressante, à la demande pressante de 2 chefs d'État. Et j'ai dit à M. Olympio, oui, puisque je savais que moi-même j'avais pris un engagement. Et j'ai dit, j'ai accepté, j'ai dit à M. Olympio qu'il m'a demandé mon avis après, je lui ai dit, oui, et il a fait rappeler, il a fait transmettre après au président Nana Addo, il a eu une discussion avec le président Nana Addo en soirée pour lui donner son accord que nous allions sortir de la CENI. Voilà le fin mot de l'histoire. Mais là, vous avez ouvert une petite parenthèse. Attendons-nous un peu sur cette parenthèse de ces chefs d'État qui étaient intervenus dans la crise togolaise à un moment donné, notamment Alpha Condé. Et avec le recul, on peut se poser des questions sur ce qui s'est passé par la suite en Guinée. C'était eux, en tout cas, je prends le président de la Guinée, le président du Ghana, il était venu ici pour apporter de la solution ou des solutions au Togolais. Mais le traitement qui a été fait par le même président guinéen à la situation dans son propre pays, à un moment donné, on peut se poser des questions. Oui, mais vous savez, ce sont après ce sont des pesanteurs politiques internes. Il y a des pesanteurs politiques internes que quand je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, ce sont des pesanteurs politiques internes, quand je n'ai pas les tenants et les aboutissants, je n'aime pas m'y prononcer. Mais bon, là après, malheureusement, le président Nana Addo, je dis le président Nana Addo, Alpha Condé a voulu faire un forcing, il est passé, mais il y a eu un coup d'état d'un proche. Mais bon, vous savez, l'histoire, les faits ont tranché. Les faits ont tranché, on sait ce qu'il en est. Maintenant, regardons l'avenir. Nous parlions des élections. Et là, vous avez dit que la situation des députés, cette situation au-delà du 31 décembre ne vous gênait pas, vous personnellement. Est-ce que vous serez candidat à une de ces élections-là? Parce qu'il y aura des élections législatives, c'est sûr, pour les régionales peut-être. Mais est-ce que vous serez candidat, vous personnellement? Nous sommes en train de travailler je serai certainement candidat au régional, dans ma circonscription de naissance, d'origine, le Kwélé. Ah, vous serez appelé? Je serai candidat dans le Kwélé, voilà, pour le régional. Bien, vous avez dit quelque chose aussi qui m'a surpris. Vous avez dit qu'au lieu que les partis politiques, ceux qui, par exemple, font ce que vous appelez des débats politiciens, s'intéressent à des questions beaucoup plus sérieuses liées à l'organisation. À ce soir. Oui, mais en fait, quelles sont ces questions-là, selon vous? Puisqu'on sait déjà qu'un certain nombre d'acteurs interviennent sur la question du fichier électoral, par exemple, ou du découpage électoral, et même de la composition, de la nature même de la CENI, puisque certains pensent que la CENI, elle est dépassée, parce que les gens qui sont là, le mandat serait fini. Mais vous, personnellement, quand vous dites que sur des questions sérieuses, vous faites allusion à quoi? Non, mais il y a 2 points. Je vais aborder 2 points. Vous me donnez l'opportunité d'aborder 2 points. Un, sur la question du fichier électoral.
L'OIF a produit un code. Non, mais en fait, nous en parlerons, puisque c'est vous qui avez dit à un moment donné qu'au lieu qu'il s'intéresse à des questions sérieuses. De dire, par exemple, quand j'entends, par exemple, un acteur politique sur une radio internationale dire que l'Assemblée nationale, le gouvernement sera dans l'illégalité, que l'Assemblée nationale, au terme, bon, je veux dire, ce sont des questions que j'estime, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Je veux dire, le problème, ou alors on s'y connaît un peu en matière de droit, on s'y connaît un peu en raisonnement juridique et on se prononce. Mais quand on pense qu'on peut dire tout et n'importe quoi, ça fait... Pour vous, c'est du n'importe quoi, carrément. Non, je ne serais pas... Je serais beaucoup plus mesuré dans mes propos. Je dirais simplement que ce n'est pas sérieux, ce n'est pas fondé. Quand on aspire à diriger, quand on aspire à être en responsabilité, il y a des propos qu'on doit tenir de manière étayée, argumentée et justifiée. Bien, merci Isaac Diakpé. Nous venons de passer 45 minutes avec vous. Il nous reste encore 45 minutes à passer. Et durant ces 45 minutes, les auditeurs auront le mot à dire. Ils auront des questions à poser, des préoccupations à vous soumettre sur le numéro de la radio 70 43 09 70 et puis 96 50 34 37. Je crois que nous avons un premier auditeur déjà. Allô? Nous l'avons. Oui, bonjour. Oui, allô? Bonjour, Pelé. Oui. La première préoccupation, il a posé la question tout à l'heure, est-ce que c'est mieux faire un gouvernement? Est-ce que c'est fait? Je pense que on dit souvent que c'est spirituel, il faut nous voter, tout ça le bref. Je pense que mieux que faire autre chose. Est-ce que c'est mieux? Vous allez dire clairement que est-ce que c'est mieux faire un gouvernement? Mais là où moi je vais aller est-ce que il est un gouvernement? On croirait que si Dieu va dire que respecter Dieu, que tous les frères dans Dieu sont toi, qu'on a passé sur la politique, et que les collègues ont installé un système en place. Depuis ce jour, depuis le 2 février, il y a cette fois qu'on a gradé soulèvement, et le 14 avril 1967, la paix du pouvoir, et le là de Dieu a dit, et puis il reste là-bas, on va se diriger. Et depuis ce jour, il est là jusqu'à la mort. À ta mort, le 5 février 2005, Chirac a dit, et là, dans mon ami personnel, et on a installé fort. Depuis ce jour, en 2010, je pense que Pelé, je peux vous poser une question? Puisque vous posez la question à notre auditeur et puis à notre interlocuteur qui est là, mais vous semblez répondre à la question, visiblement. Mais pourquoi vous ne le laissez pas? Pourquoi vous ne le laissez pas répondre? Non, laissez-le. Monsieur. Bien, merci. Pour les prochains auditeurs, si vous avez des questions, vous posez la question, puisque là, je remarque que Pelé, dans son développement, un développement relativement long, il a posé une question, et par la suite, j'ai cru comprendre qu'il a donné lui-même sa réponse à la question qu'il a posée. Maintenant, c'est très instructif. Moi, je vous laisse réagir à... Oui, appeler. Non, mais oui. Vous savez, je prépare la rédaction d'un ouvrage sur l'histoire des idéologies. Au départ, je voulais faire un ouvrage sur une histoire politique du Togo. Et mon expérience auprès de M. Lempio dans l'Union de Force-Jugement et mon expérience, mon engagement politique m'ont plutôt dit non, puisque j'ai longtemps travaillé aussi bien sur les archives
à partir de 2015 avec Jean-Pierre Bade qui était le chef des archives présidentielles. Donc dès que les archives Focard de Gaulle ont été déclassifiées, j'ai eu l'idée d'écrire une histoire politique sur du Togo. Et j'en suis venu maintenant à vouloir plutôt écrire une histoire des idéologies. Et le discours, vous voyez, l'intervention de Pelé et nombre de nos concitoyens, elle est révélatrice de ce que j'appelle la polarisation affective en politique au Togo. Alors, si vous voulez, cette polarisation affective en politique au Togo, c'est un discours toxique qui rend impossible toute discussion, tout débat. C'est un discours qui procède, si vous voulez, du eux et du nous, qui procède d'une vision de l'autre en politique comme un adversaire. C'est un discours qui est centré autour du ressentiment et de la haine. C'est un discours qui rend impossible tout débat, alors que nous voulons construire une société de la discussion qui intègre nos divergences. Et donc c'est un discours qui stigmatise. Et c'est un discours qui fonctionne aussi, ce qu'on appelle sur la pétition de principe. C'est-à-dire que avant même d'avoir commencé, vous m'avez posé une question, avant même de me demander à répondre, vous aviez déjà fourni la réponse dans votre question. Donc, cette manière de faire de la politique, surtout quand vous appartenez à des groupes politiques, aux identités politiques sclérosées et figées, vous n'entendez pas l'autre et vous ne pouvez rien faire. Alors, vous savez, c'est là pourquoi ma préoccupation, quand j'ai voulu parler du récit, du narratif, c'est là où aujourd'hui nous avons un gros problème dans notre pays. Et la plupart de nos partis politiques, surtout ceux de l'opposition, qui se posaient en alternative, nous avons participé à cette déliquescence de la construction de narratif, de quelque chose qui nous unit. Puisque pendant des années, nous avons passé notre temps à stigmatiser, à voir l'autre qui est un adversaire comme un ennemi. Où ça rend impossible aujourd'hui, même d'aller s'asseoir avec un adversaire pour établir un compromis. Mais c'est ça, en général, vous avez une polarisation. La démocratie, c'est de la polarisation politique, la polarisation idéologique. Vous avez une manière de voir, mais quand elle devient autour du sentiment, c'est-à-dire de l'émotion, de la passion, c'est ce qu'on appelle la polarisation. Bien, merci. Après, donc, oui. Pelé, je suis préparé à cela et je saurais répondre, mais vous ne pouvez pas, quelqu'un qui a une cire très forte dans son oreille et qui veut discuter avec vous, vous ne pouvez pas le convaincre. C'est vrai que je vous ai posé la question déjà sur la position du parti au pouvoir, si ce parti est trop fort pour vous. Il a repris la question. Je dis très clairement, je dis non. C'est parce que ce qui manque, c'est le travail qui manque. Quand je pense à ce truc de La Fontaine, et gars Jésus, tout les dieux, c'est qu'il manque des acteurs. La deuxième partie de la question, c'est chaque fois que vous venez aussi, les gens de l'UFC, on revient sur l'accord PT-UFC. Est-ce que vous êtes satisfait? Il y a un esprit de cet accord qui est pérenne. C'est-à-dire, ça nous a donné une culture du gouvernement, un sens de l'État. Ce qui nous a manqué, je suis toujours dans le retour d'expérience. Si je dis que je suis satisfait, c'est que nous avons pu obtenir l'alternance. Mais je préfère, n'ayant pas obtenu l'alternance, n'étant pas au pouvoir, dire mais qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qui a fait défaut? Ce qui a fait défaut, c'est notre capacité d'absorption de cet accord. Bien, merci. La question de Gilles-Christ Olympios, je vous l'avais également posée. Il est où? Il est en France? Il est en France. Ok, bien. Allô? Bonjour. Bozambo, allez-y. Ma question, je me dis, maintenant, c'est l'UFC qui est le chef de file de l'opposition. On n'attend pas rien en tant que chef de file de l'opposition de la part de l'UFC. Ça m'énerve toujours. Je me sens que l'UFC, comme l'accord qu'il avait signé, il a oublié le peuple congolais. Dans le temps de l'UFC, il a oublié le peuple congolais. Et il me dit rien, il se fait, tout le monde se bat mal. Parce que, à cause de cette élection, on dit que beaucoup de personnes n'ont pas de parcours. Si tu rentres dans le capot de Paza maintenant, les gens qui sont morts maintenant, ils sont plus de sang. Donc, il doit faire une révision de liste pour avoir les gens qui sont décédés. Et les gens qui ont plus ils en ont de 18 ans de l'année prochaine. Mais vous êtes tous sur ça. Et vous ne dites rien. Et
seulement que j'attends que vous attendez que le pouvoir vous appelle avant que vous allez. Vous travaillez comme les pasteurs, tout le monde veut être le pasteur qui veut aller au ciel. Ils crient que sont le Christ partout. Le supposons aussi, vous êtes venus comme ça, créez votre parti. Au lieu de vous les supposants qui contre ce pays, qui contre ce gouvernement. Bozambo, oui, on a compris l'essentiel. Hein. Merci beaucoup d'être intervenu, mais une question. Vous avez dit que depuis le dernier recensement, une centaine de personnes sont déjà mortes au niveau de Badia. Mais éclairez-nous sur cet aspect-là. Ah, malheureusement, il est passé. Vous savez, il y a à l'évidence, cher Pierrot Atiobé, des dissatisfactions de nos concitoyens. Je serais de mauvaise foi si je ne reconnaissais pas que nombre de nos concitoyens ne sont pas contents. Aussi bien de la situation générale du parti que du parti dans lequel ils ont placé beaucoup d'espoir, qui est l'Union des forces de changement. Je ne peux que battre ma culpe, que nous n'ayons pas été à la hauteur des espérances des populations. Mais l'engagement que je peux prendre, ma responsabilité, elle est partagée en tant que membre et collaborateur de Mission Répio. En revanche, la responsabilité qui aujourd'hui est la mienne, étant toujours engagée, c'est de faire en sorte que les espérances de nos concitoyens, les attentes de nos concitoyens, soient dans un avenir proche, quand cela est possible, dans un avenir médian ou lointain, qu'elles soient satisfaites. Nous ne sommes pas en capacité, en situation d'état. Et nous agissons aussi... Ça m'est quoi? Parce que les attentes ne sont pas complètement satisfaites. Si je le reconnaissais, si je le disais, je suis de mauvaise foi. En revanche, mon engagement personnel et celui du parti pour que les Togolais vivent bien, il est intact. Le projet que nous avons de faire que les Togolais soient heureux, il est intact. Bien, merci. Merci. Après Bozambo. Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, Basile, allez-y. Bonjour, cher ami. À ne pas enrôler la population dans leur ensemble, ou bien c'est le pays-là qui contribue à interdire tout dans le pays. Bon, non, mais Basile. Oui, en fait, qu'on soit clair, hein, vous avez dit que, est-ce que c'est l'expertise qui conduit à interdire tout dans le pays? Quand vous dites tout, là, vous mettez quoi dedans? mais les manifestations politiques, les gens ne sont pas fait réunir 2 à 3 quelque part, Ok, j'ai compris, c'est ce que vous mettez dans tout. Ok, allez-y. Ok, allez-y. C'est le principe là dont vous parlez à cause de ça, vous faites comme Jacques Amour, le domaine, on ne sait pas si c'est pour ce domaine là-bas arrivé, ou bien c'est comment il faut vous situer un peu. Merci. Bien, merci. Alors, il y a 2 préoccupations, la question de l'enrôlement et la question des manifestations. Et il y a la question aussi de notre si vous voulez, des attentes. Quand seront-elles satisfaites? Eh bien, sur la question de l'enrôlement, chacun a pu constater, ou le gouvernement a constaté, qu'il y a eu effectivement un dysfonctionnement au niveau de l'enrôlement des populations. La CENI, au terme de cette opération de recensement électoral, a établi une liste électorale de 4 203 000 environ électeurs. L'OIF, au terme de son audit, a confirmé que ce fichier était fiable. Il est vrai. La perception qu'on a eue, c'est qu'il y a eu des dysfonctionnements, on a eu des files d'attente. Mais, quand on observe de plus près les chiffres donnés par la CENI, c'est-à-dire 4 200 000 électeurs, et quand on s'en tient à 3 repères, c'est-à-dire le dernier recensement de la population et de l'habitat qui nous donne une population togolaise à 8 95 000, disons 8 100 000, 8 95 498 habitants. Et quand on prend ce repère, c'est-à-dire le repère de 1981 où on a eu un recensement de la population
et un recensement général de la population de 2010, les chiffres donnés par la CENI au terme du recensement électoral sont conformes à la logique démographique togolaise. C'est-à-dire que vous avez au Togo presque 51% de la population au terme du recensement qui a moins de 18 ans. Donc, vous avez au moins 4 millions de personnes qui ne sont pas en cap. Si au terme du recensement de la population qui s'est déroulé entre le 16 octobre et le 22 novembre 2022, vous aviez normalement 51% de la population qui n'était pas en âge de voter. On peut considérer, donc si vous avez 51 000 personnes, 51% qui ne sont pas en âge de voter, donc des 8 millions que le RGPH a donné, vous aviez une population électorale qui devait tourner autour de 4 millions. De 4 millions d'électeurs. Maintenant, si on estime que entre l'année 2022 et la date où le recensement s'est fait, vous avez des gens qui sont devenus des majeurs, et on peut estimer de manière logique, rationnelle. Certes, le rationnel n'est pas toujours réel, mais de manière logique et rationnelle, les chiffres trouvés au terme du recensement sont conformes à la logique démographique togolaise. Maintenant, si beaucoup de partis politiques qui avaient des gens dans les bureaux de vote nous dire il y a eu des files d'attente, simplement... Mais est-ce que vous les avez vus? Bien sûr. Vous les avez vus, ces Togolais? Absolument. C'est-à-dire que il y a eu un problème, mais les chiffres que nous avons eus ne sont pas de nature, ils sont quand même conformes à la logique. S'ils étaient en mais entre la logique, entre la logique et la réalité. Laissez-moi finir. Non, mais en fait, on a compris. Je vais venir à la proposition. C'est-à-dire que nous avions une situation de fait. Comment pallier à cette situation? De deux choses l'une. Ou alors, nous avons demandé en réunion du CPC et nous avons entamé une démarche vers les plus hautes autorités pour qu'il y ait une prolongation. Loin des estrades, nous avons demandé aux autorités, aussi bien au chef de l'État, on nous a invoqué à la fois des considérations budgétaires, des exigences de calendrier qui rendaient impossible la chose. Alors, nous avons non, mais de quel calendrier? Il y avait des calendriers. Oui, mais en fait, puisqu'on n'a pas fait les élections cette année. Non, mais est-ce qu'on peut encore parler de calendrier? Non, mais je finis. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand nous demandons, il y avait des étages qui devaient faire. Et que reprendre encore le recensement, ça allait en tout retarder. C'est pour ça que c'était... Oui, mais avec la suite, on peut se rendre compte quand même que le motif calendrier ne tenait pas. Là. Non, à l'époque, quand on le demandait, il y avait un travail qui, si on reprenait, ça allait encore retarder tout le travail. Puisque là, mais on n'a pas repris, mais le processus a été retardé. Oui, mais il n'est pas retardé il est retardé peut-être de 1 ou 2 mois. Il est retardé de 1 ou 2 mois. 2 mois, mais 2 mois, c'est beaucoup. Mais 2 mois, c'est beaucoup. Oui, mais dans la vie d'une nation. Non, mais 2 mois, c'est beaucoup. Mais est-ce que, par exemple, vous vous rendez compte finalement? Est-ce que vous vous rendez compte finalement? Vous ne m'avez pas laissé finir. Non, mais oui, mais je sais. Puisque ce que vous expliquez, ça aura du mal à passer. Ça aura du mal à passer, puisque vous savez très bien que depuis, beaucoup sont passés pour expliquer. Mais si les questions reviennent, ça veut dire que ça ne passe pas. Oui, bien sûr que je sais que ça ne passe pas. Mais c'est là où il faut sortir de l'état de l'indignation. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui? Mais qu'est-ce que vous proposez? Laissez-moi y revenir. Ok, allez-y. Pour l'avenir, nous insistons pour que le projet d'identification biométrique soit accéléré et que pour l'avenir, qu'on extrait le fichier électoral de l'état civil. C'est-à-dire que si la phase d'identification de tous les Togolais qui est dans sa phase de texte qui a été achevée là début novembre, donc je pense que d'ici la fin de cette année, on aura le début d'identification biométrique de tous les Togolais. Quand on aura cette identification biométrique de tous les Togolais, ça pourra permettre d'avoir un état civil, de pouvoir faire sa carte d'identité facilement, sa nationalité, son casier judiciaire. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, nous voulons proposer de dire comment nous trouvons une solution. Pour le futur. Voilà la solution. La solution, c'est de faire en sorte qu'on extrait désormais le fichier électoral de l'état civil, et l'état civil va nous être assuré par ce projet. Ce n'est même plus au projet. La phase de test a été achevée le 4 novembre. Il y a eu 8000 personnes environ qui ont été recensées. Donc là, le début de l'identification biométrique, elle est dans les tuyaux. Bien, merci. C'est pour le futur. On a compris. Non, mais pas un futur lointain.
C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en cours. Et là encore, vous voyez ce qui fait défaut dans Autour, c'est qu'il y a eu peut-être des campagnes, qu'on ait des politiques qui viennent expliquer ce qui se fait. Allô? Allô, s'il vous plaît, c'est qui? Oui, Basile, vous n'êtes pas convaincu? Non, comment convaincu? Si nous dit que ceux-là, comme ils ne veulent pas bien faire les choses, pourquoi on ne peut pas les déboulonner? Là, on peut comprendre. Mais dit que c'est pas qu'ils sont bien, moi, je ne comprends pas. Quand en RDC, le président du a fait des affaires avec Kabila, c'est 8 mois. Mais vous, c'est depuis 2010 que vous avez fait votre accord là. Nous sommes en 2024. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend de votre accord? Vous pouvez nous répondre comme ça, ok, bien. Merci, Basile. Votre deuxième passage est le dernier. Je pense que nous aurons d'autres auditeurs si nous avons la chance derrière vous. Sur cet accord que vous aviez signé, on en parle chaque fois que nous avons un représentant de l'IFC. Cet accord, beaucoup pensent qu'il n'a finalement rien apporté. Non, il a apporté, c'est-à-dire que ce que ça a apporté, il y a une culture de la discussion, du débat, une discussion du compromis, ça nous a apporté. Il y a un esprit. Aujourd'hui, c'est que la question de l'alternance est davantage posée. La question de... Mais est-ce qu'elle n'était pas posée avant? Elle est davantage posée et intériorisée par la partie au pouvoir aujourd'hui. Elle est acceptée par la partie au pouvoir. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Dans les discussions, le fait qu'il y a eu la limitation du mandat, le fait que vous voyez des signaux, le fait que... Non, mais les signaux, c'est quoi vous avez quand même des règles qui sont... Les 2 tours ont été acceptés. Le mandat est limité. Vous avez un statut de l'opposition. Vous avez des institutions qui sont mises en place, de contrôle de reddition. Non, mais en fait, quand vous parlez d'institutions, là, sincèrement... Oui, mais en fait, les institutions, les gens en parlent ces derniers temps. Un certain nombre d'institutions sont en difficulté. Soit les mandats sont finis, ou soit les membres sont incomplets. Elles ont au moins le mérite d'exister. C'est peut-être le fonctionnement, ce n'est pas... Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne le fait pas fonctionner correctement? Vous savez, nous interrogeons. Quand nous avons la possibilité d'avoir une discussion avec les plus hautes autorités de l'État, aussi bien au sein du CPC que dans des dialogues, dans des discussions bilatérales ou de haut niveau, ce sont des questions qui sont posées. Là, par exemple, sur la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale a lancé un appel en candidature pour le renouvellement de 2 membres, puisque son président a été décédé. On sait que pour les 2 autres membres, c'est le Sénat. Au terme des élections régionales, le Sénat sera mis en place. Pour la CNDH et la HAC, il y avait la loi organique. Les lois organiques ont dû être modifiées. Et je pense que nous n'avons pas la maîtrise de l'agenda du président de la République, du gouvernement, mais nous les sollicitons suffisamment, pas de manière combinatoire, mais nous les sollicitons suffisamment, comme peuvent le faire des personnes responsables, de faire en sorte que ces institutions, elles vivent comme il se doit. Nous allons tenter cet auditeur qui est là. Allô? Allô, oui, mais la question que j'allais vous poser, c'est de savoir comment vous parliez d'une centaine de décès à Badia. Dans le canton de Badia. Oui, là, vous êtes passé 10 morts encore. Oui, c'est pour On ça. a enterré 4 ici. C'est pourquoi je parlais du fichier. Donc, tout ça là, ils sont recensés. Oui, mais en fait, oui, c'est des gens qui ont été recensés sur la liste qui est là. Mais ils sont décédés. Donc, le canton de Badia, si vous avez voulu faire l'enquête maintenant, vous allez voir dans le canton de Badia, il y en a plus de 100 qui sont décédés. oui, est-ce que cela ne suppose pas que le jour du vote, ceux-là ne vont pas voter, tout simplement? Ils ne vont pas vous voter. Donc, ils doivent faire une décision de liste. Les pays qui n'ont pas recensé doivent se recenser. Il y aura un affichage. Ceux qui ont âge de recenser n'ont qu'à se recenser. Il faut que les positions soient unies pour faire face unies pour débloquer ce système-là. S'ils ne sont pas unis pour débloquer ce système-là, le système va rester. Bien. Les gens vont voter de la
Ce qu'il faudrait... Bien, mais merci. Ce qu'on va faire, par exemple, on va continuer cette discussion-là, sur ce volet avec l'invité qui est là. Oui, sur ce cas précis de en offre, en réalité. Non, sur ce cas précis de personnes décédées, la loi offre la possibilité, le code électoral offre la possibilité, s'il constate que ces personnes sur son liste électorale à Badja, ça lui offre la possibilité de saisir ou la CELI et de faire une contestation. Oui, mais là, par exemple, au niveau de l'UFC, là, c'est une information qu'il vient vous donner. Quelle va être éventuellement votre démarche? Nous allons voir avec nos membres, si nous avons des membres à la CELI, nous allons voir avec eux s'il y a des gens qui sont sur le fichier électoral, s'il y a des gens des personnes décédées, qu'est-ce que nous pourrons faire? Mais c'est pour ça que pour résoudre ces problèmes de façon institutionnelle, mais structurée, formalisée, il nous faut être vigilants ou qu'une accélération de la mise en place de l'identification biométrique. Et la Banque mondiale a financé, c'est parce que c'est la solution aujourd'hui à beaucoup de nos problèmes. La question de l'état civil, la question des fichiers électoraux, il se pose dans beaucoup de pays. Et donc, il faut quand on aura cette identification, c'est vraiment la solution à cet éternel débat que nous avons sur le fichier électoral. Bien, merci. Il y a un certain nombre de questions également qui ont été envoyées sur les réseaux sociaux. Il y a cette question de René Aguia. Il dit bonjour, le parti a déjà près de 30 ans, si je ne me trompe pas. Ils ont fait quoi de positif que les Togolais peuvent toucher du doigt aujourd'hui? C'est une question vaste. Oui, et je répète encore, les attentes des concitoyens. Vous savez, dans tous les pays du monde, vous verrez les populations, il y a une désaffection, une défiance à l'égard des politiciens. Il y a et ce qui conduit dans beaucoup de pays à de l'abstention ou à déconsidérer les hommes politiques. Aux États-Unis, en France, au Canada, en Angleterre, vous avez un niveau de participation à divers scrutins qui est très faible. D'autant dans nos pays où les situations des gens, où les attentes sont encore plus fortes, et d'autant dans les pays où nous avons des partis politiques qui ont l'ambition qui ont des ambitions alternatives et qu'il faut voir d'où ils viennent. Nous n'avions pas les mêmes moyens que le parti État. C'est souvent dans des conditions un peu, je veux dire, d'amateurs que nous avons construit ces partis politiques. Avec le temps, nous avons compris, avec les expériences du temps, nous avons compris que prendre le pouvoir, le gérer, l'exercer, c'est autre chose que de faire des meetings, de crier sur les tréteaux et de réunir des foules et leur dire que nous allons prendre le pouvoir, c'est autre chose. Entre cette démarche qui est une démarche d'affichage, de démonstration militante, et entre une stratégie de conquête du pouvoir en évaluant rigoureusement une situation internationale et nationale, ce sont deux choses différentes. Non, mais en fait, non, mais sur la question de René Aguilar, je ne sais pas si vous êtes en fait de lui répondre. Non, je lui réponds en lui disant que ce que nous avons fait, au moins, pour y aller, pour venir encore, pour centrer directement sur sa réponse, nous avons quand même construit un parti politique, défini un projet, essayé de former des hommes, évaluer la situation, et à moins d'avoir les moyens... Non, mais est-ce que cette question ne traduit pas toute la déception qu'un certain nombre de... Attendez, qu'un certain nombre de Togolais vis-à-vis de l'UNIA de faire des changements, parce qu'on se rappelle, l'UFC c'est le DTIA quand même. Mais pas que de l'Union. Et je vous rappelle que c'est une signature, je vous ai expliqué tout à l'heure que je reconnais que nous n'avons pas agi pour satisfaire les attentes des populations. Nous avons fait une évaluation de nos faiblesses, et je reconnais, mais je ne vois pas le verre à moitié vide, je ne vois pas le verre même vide. Je reconnais qu'il y a des faiblesses et des attentes encore à satisfaire. Bien, il y a la question de Arma Tissot. Il dit, au regard du contexte actuel, notamment la sortie du franc CFA, est-ce qu'il envisage, Robert Louvage, sur le métier, à la suite de Sylvanus Olympia? Je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a eu un débat actuellement autour du franc CFA. Le Togo utilise toujours le franc CFA. Oui, mais je pense que les États de la CEDEAO ont adopté un projet de changement de monnaie, l'ECO. Ce projet n'est pas clair.
Vous savez. Il a été clair, mais je pense qu'il a été mis un peu à l'arrêt, après discussion entre le président Ouattara et le président... Vous savez très bien que ce projet a été lancé dans une certaine phase par le président Macron et Ouattara à Abidjan. Oui, non, mais je pense que c'est un projet qui doit prendre du temps pour être maturé, pour être finalisé. Mais la volonté des chefs d'État existe aujourd'hui de désarrimer le franc CFA de l'euro. Et je pense, et je vais vous le dire, c'est là, la culture des présidents français aujourd'hui, surtout du président Macron, c'est une culture qui veut se désengager de l'Afrique. Sincèrement, je vous l'avoue. Ça, sinon, tenez, Macron n'a pas la même fibre france-africaine ou africaine qu'on peut le penser. Si, par exemple, Macron a maintenu encore, le président Macron a encore maintenu des troupes en Afrique, sinon, la question africaine est le cadet de leurs soucis. De Macron. De Macron. Mais pas de la France. Mais même la plupart des politiciens africains, français. Vous avez peut-être quelques personnes qui ont... Mais ce que vous dites là, c'est quand même nouveau. Bah, non. Très peu d'Africains disent ce que vous dites là. Parce que encore, je vous dis, les gens ne sont pas sérieux. Vous avez beaucoup de gens qui parlent sans raison, qui ne parlent pas sur des faits, des documents précis. Quand par exemple on parle de l'uranium nigérien, ce qu'on oublie de l'uranium nigérien, c'est que 10% pour l'uranium français. Dès que la crise, la France est allée signer des accords de partenariat au Kazakhstan. L'uranium, plus de 80% de l'uranium français sont fournis par l'Australie, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et la Nouvelle-Zélande. Donc, c'est de la fabulation carrément. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, là, depuis... La méconnaissance. Vous savez, les troupes françaises en Afrique, il y a eu un temps, c'est-à-dire qu'il y a eu... la France est encore victime d'un passif colonial et néocolonial. Mais toute la génération des présidents, depuis François Hollande surtout, ça je peux vous l'affirmer, il y a une volonté de se désengager de l'Afrique. Mais c'est la manière de le faire. Il y a eu un piège dans lequel Hollande est tombé avec l'histoire de Barkhane, donc, oui, avec l'opération Barkhane d'abord. C'était Barkhane ou Épervier? Non, l'opération de sauvetage avec Hollande. Oui, c'est Barkhane. Et il y a eu cette opération qui a permis de sauver et qui sont... Donc le débat, c'était de savoir quittons-nous ou pas. Mais entre les années 90, fin des années 90 et aujourd'hui, on est passé d'un effectif militaire de plus de 60 000 militaires français à peine 10 000. Et ils sont en train de se désengager. Mais on sait que là, par exemple, vous avez des informations. Mais curieusement, vous êtes l'un des rares acteurs politiques africains à dire ce que vous dites là. Mais parce que quand on se rappelle, par exemple, le passage d'Emmanuel Macron au Tchad, après le décès d'Idriss Déby, est-ce que cela ne va pas en brèche tout ce que vous venez de développer? La volonté de la France de se désengager de l'Afrique. Mais pourquoi? Il y a des zones où ils veulent rester. On ne parle pas de la présence des militaires américains. Les militaires américains... Non, mais moi je ne parle pas d'américains. Je ne parle pas d'américains. Il y a des intérêts, mais c'est pas de ce... C'est-à-dire qu'ils restent là-bas parce que souvent on les a... Il y a des pays... Sincèrement, est-ce que vous pensez que les Français veulent quitter l'Afrique? Sincèrement? Militairement, oui. Non, mais je ne parle pas sur des politiques. Ah, ça, je vous le dis. Quand vous avez les débats, les politiques, aussi bien la représentation nationale que les hommes en responsabilité, oui. C'est simplement parce que la question... La doctrine, la question au niveau des militaires français, parce que pour eux, le théâtre africain, c'est encore un théâtre où ils peuvent faire de l'exercice en grandeur naturelle. Mais ceux qui pensent que la France continue pas à maintenir un certain nombre de régimes à la tête d'un certain nombre de pays africains, ça veut dire que ceux-là, ils se trompent. Oui, depuis 10-15 ans, oui, ils se trompent. Jusqu'à la période peut-être de Sarkozy, oui, parce que Sarkozy avait une relation personnelle avec ces gens-là. Chirac s'est avéré, ça c'est sûr, mais le reste... Je dis qu'on m'apporte les preuves. Mais les attitudes d'Emmanuel Macron dans la crise nigérienne, par exemple, est-ce que cela aussi ne dément pas un peu ce que vous dites là? Non, le président Macron a peut-être manqué de tact diplomatique. Mais ce qu'il a dit dans le protocole de la CEDEAO, les militaires doivent rester dans les casernes, c'est clair. Je vous ai apporté le protocole de la CEDEAO, et c'est-à-dire que... Et en plus, ce qu'on oublie, s'il y avait des facteurs de politique intérieure, je vais pas trop me prononcer sur cette... parce que ça ne veut pas gêner la diplomatie du Togo aujourd'hui, mais sur le cas du Niger, c'était un coup d'état de confort. Parce que la situation, quand on évalue rigoureusement la gouvernance du président Bazoum par rapport à même celle du président Issoufou, la gouvernance du président Bazoum était meilleure, aussi bien sur le plan sécuritaire qu'économique. Bien, merci. Il nous reste une dizaine de minutes. Comment est-ce que vous préparez les élections alors? Comment est-ce que vous les préparez à l'UFC?
Eh bien, nous avons lancé, nous sommes en train de préparer les listes de nos candidats. Nous allons entamer des sessions de formation. Nous allons entamer des tournées dans nos fédérations, dans nos fédérations pour faire l'état des lieux. Nous sommes en train de préparer notre argumentaire de campagne. Pourquoi les gens doivent nous renouveler leur confiance. Nous avions eu quand même au dernier scrutin 7 députés. Nous voulons faire en sorte de dépasser cet étiage-là. Donc nous sommes en train de peaufiner notre argumentaire de campagne. Nous sommes en train de préparer nos candidats pour qu'ils soient, parce que la compétition sera rude cette fois. Nous aurons beaucoup de partis politiques qui seront. Ce sera une campagne électorale intense et active. Et donc nous préparons l'argumentaire de campagne, les hommes et le projet. À cette étape-là, est-ce que vous n'êtes pas un peu inquiet? Puisque non, mais en fait, attendez, je vais finir la question. Quand on écoute ce qui est dit par un certain nombre de formations politiques, dont les manifestations ou les réunions ont été soit interdites, est-ce que vous n'êtes pas inquiet? Écoutez, sur la question des manifestations, à part certaines zones dans le Grand Nord, notamment dans la région de Tangpen ou certaines régions de Loti, où il est difficile d'organiser des manifestations publiques, la région de Lomé, la région maritime, la plupart des partis politiques arrivent à faire des manifestations quand elles respectent le délai. Quand elles respectent. Mais est-ce que vous avez lu les communiqués, par exemple, des FD qui ont dit récemment, a été interdit dans le ZIO? Est-ce que c'est un régime d'information? Est-ce que l'information, quels sont les motifs? C'est vrai qu'ils n'ont pas demandé l'autorisation. Alors, qu'on voit les motifs qui saisissent la Cour suprême, il y a des mécanismes de la loi qui font, donc qui saisissent la Donc vous n'êtes pas inquiet? Non, puisque la loi existe, c'est-à-dire que qui saisissent la Cour suprême, s'il y a eu un abus de l'autorité du ministre de l'État ou du préfet, qu'on saisisse la Cour suprême et qu'on publie, qu'ils viennent prendre d'actes ou qui nous approchent, et puis on verra au CPC qui fait ça au débat du CPC, et nous dirons que voilà une violation de l'exercice des libertés, des droits qui sont accordés par la Constitution. Et nous publiquement, on prend acte, nous saisirons, qui saisissent, il y a des mécanismes de saisie. Bien, merci. Quand vous parlez de CPC, est-ce qu'il n'est pas obsolète, le CPC? En tout cas, pas dans ça de manière formelle, non, pas obsolète. Parce qu'un cadre de concertation est toujours utile. Peut-être que le format il est souvent élargi, mais mettre en place une institution ou un organe où on débat des questions d'intérêt national, c'est important. Puisque la règle, ce qui doit primer dans une démocratie, c'est le débat, la discussion. C'est s'approcher, discuter des problèmes autour d'une table. Donc, que ce soit le CPC ou que ce soit un cadre de concertation, un CNAP, l'important c'est d'avoir un cadre de discussion permanent. Je pose la question parce qu'il y a au moins 2 membres du CPC, la CPP et le MCD, par exemple, qui ont organisé une conférence cette semaine, et quelque part, cette de formation demande à ce qu'il y ait des discussions inclusives et sincères. Comment comprenez-vous ça? C'est le droit de toutes les formations politiques. Vous savez, c'est le jeu. Il y a des agendas. Tout parti politique a un agenda. Dès lors que notre culture, nous entendons la démocratie comme une discussion, de poser les problèmes de la nation, nous ne sommes pas fermés à cela. Donc, l'important surtout, c'est la manière dont on pose le problème. C'est-à-dire que ce ne soit pas dans une attitude comminatoire, il faut saisir, écrire au président de la République, écrire au gouvernement, et il y a la courtoisie, et la courtoisie républicaine fera que le président de la République ou le gouvernement répondront positivement, en donneront les raisons qu'ils peuvent faire. Ou alors, M. Beleki et M. Tchassona sont des membres du cadre du CPC. Ils peuvent saisir le CPC, le ministre de l'administration territoriale, lui écrire, lui dire qu'il est opportun. Alors, c'est à eux de voir si la chose a un caractère impérieux, d'opportunité ou de nécessité. C'est à eux d'écrire
au ministre de l'administration territoriale ou au président de la République et de lui dire, nous consultons en tant que parti politique, nous sommes en train de demander qu'il y ait une réunion du CPC. Après, on verra si dans ce cadre, il faut l'élargir ou pas, mais je sais aussi qu'à l'approche des élections en général, la CENI organise un cadre de concertation avec tous les partis politiques. Et je crois que la chose va se faire. Aujourd'hui, il est célébré dans le monde les 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et pour faire l'état des droits de l'homme au Togo, je sais que c'est... on peut prendre toute la journée, peut-être qu'on ne finirait pas, surtout que ces derniers temps, un certain nombre d'associations parlent de restrictions de libertés fondamentales. Vous êtes un acteur politique. Quel est votre regard, de façon succincte, sur la question des droits de l'homme dans notre pays? Je dirais que nous avons quand même fait des progrès depuis la conférence nationale. Parler de régression, je ne le pense pas. Et je vois plutôt la question des droits de l'homme comme un processus dynamique, quelque chose qui doit être évolutif, amélioré. Il y a des exigences, il faut être ferme sur le respect de ces droits de l'homme. Et justement, la déclaration, le pouvoir de la Déclaration universelle des droits de l'homme réside justement dans la promesse de droit comme solution à toutes les crises, à toutes les incertitudes du monde que nous traversons. Donc, les associations sont dans leur rôle de dire qu'il faut renforcer les droits sociaux, politiques et économiques des citoyens. Mais je dirais aussi que on ne peut pas dire qu'on n'a pas de progrès. Nous avons quand même des choses qui ont été faites. Nous avons des commissions, des instances de réconciliation qui ont été mises en place. Nous avons la reconnaissance que des droits ont été violés par les autorités, toutes les autorités, et l'engagement qui a été pris par eux de faire en sorte que ces choses-là ne se reproduisent pas. Nous avons des associations qui exercent leur devoir de vigilance, aussi bien des associations de journalistes, elles sont dans leur rôle. Nous avons des institutions qui luttent contre la corruption, puisque c'était avant-hier, c'était hier plutôt, la journée de lutte contre la corruption. Et au terme de cette journée, la APLUCIA, qui est en charge de la lutte contre la corruption, a reconnu que des personnes impliquées, des personnalités de haut niveau impliquées dans des détournements de fonds ont remboursé. Il faut maintenir cette exigence-là. C'est pour ça que j'ai parlé de la promesse de droit comme solution. L'insistance sur les droits, c'est une insistance, c'est une exigence quotidienne. Vous y participez, vous, dans cette émission, vous exercez votre devoir de vigilance, vous m'interpellez, vous me rappelez des choses, des citoyens aussi le disent. Quand M. Bozambo affirme par exemple qu'il y a des personnes décédées qui sont des listes, voilà le travail citoyen, et ça veut dire que le travail, beaucoup de choses restent encore, l'ouvrage est encore sur le métier, et les défis sont énormes. Voilà. En tout cas, je parlais des 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aujourd'hui aussi, il est célébré les 50 ans du décès de Bella Bello. Bella Bello, une grande diva de la musique togolaise. Et quand on parle d'elle, laquelle de ces chansons vous viennent tout de suite à l'esprit? Les autorités ont décidé de célébrer la mémoire de cette icône à travers un certain nombre d'activités qui vont s'étaler jusqu'en janvier prochain. Pour vous, qu'est-ce qu'elle représente, Bella Bello? La beauté. Vous voyez, ma voix est prise de beaucoup d'émotions. Elle représente à la fois l'émotion de la voix, ce qui fait que ce qui nous donne encore de l'humanité, ce qui nous pousse à de la bienveillance, ce qui doit nous amener à comprendre que nous ne sommes que des mortels, nous ne sommes que des passeurs, et que sur cette terre où nous sommes, rien ne sert de courir, d'invectiver. Ça nous incite à de la modestie, à de la véritable unité. La voix, c'est ce qui nous fait comprendre qu'il y a de la beauté, il y a du divin dans tout. Bléou, ça c'est Bella Bello. Ces mots-là que vous venez de prononcer, un peu comme si c'est tiré
de la Bible ou quelque part d'un livre de morale, ces mots mettent fin à cette émission, puisque nous sommes des passagers sur cette terre. Vous savez, à part ma formation universitaire, j'ai été à l'école des maîtres, de mes maîtres spirituels, l'enseignement, le premier enseignement, c'est celle de la prudence, de la patience, de la douceur. Merci quand même d'être venu. Je vous en prie, cher ami. Cet appel à la patience, et cet appel, j'espère qu'il va être entendu surtout ce jour, dimanche. Merci à Venceslas Bouga Koudeur, merci d'être resté à la technique, de nous avoir permis de passer 1h45 minutes ensemble avec notre invité. Isaac Tiakpe, il est le premier porte-parole de l'Union des forces de changement. Je suis Pierre Ouatiobé. Bonne suite de programme sur Pyramide FM. Au revoir.